Salut à toutes et à tous et bienvenue sur Warzone, votre podcast spécial baseball universitaire et le tout en français. Bien content de vous retrouver alors que là ça y est, la routine s'est installée d'ores et déjà. Nous ne sommes qu'à la deuxième semaine, enfin là on arrive au troisième week-end au moment où j'enregistre. On est dans la, on va dire, la deuxième semaine mais le troisième week-end qui arrive. Bref, mais il y a eu déjà pas mal de choses à voir, des bonnes choses, des moins bonnes choses, malheureusement pas mal de blessures aussi, c'est un peu la tendance que l'on peut retirer de ces 2 premières semaines de compétition. Et on va pouvoir un peu regarder de plus près ce qui s'est passé le week-end dernier, en sachant qu'au moment où j'enregistre, il y a eu pas mal d'upsets là, lors de cette midweek et ces séries de midweek. Avant de commencer, bien entendu, le petit instant promo, vous pouvez retrouver cet épisode et tous les précédents sur vos plateformes d'écoute préférées ainsi que sur YouTube. Et de même le Homera, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux habituels. On va y aller sans plus tarder. Allez, c'est parti. Alors, on a eu un deuxième week-end, où encore une fois on a eu quelques tournois bien sûr de début de saison, avec pas mal d'équipes de différentes conférences qui se sont affrontées. On a vu des tendances, par exemple des conférences comme la Big Ten, qui ont vu pas mal de ses représentantes performer de manière plutôt intéressante. On a vu d'autres conférences normalement fortes qui ont eu des week-ends un peu plus agités, je pense à la Big 12 notamment. On a eu encore une fois, et c'est ce que je dis un peu en intro, pas mal de problèmes liés à des blessures. Il y a des blessures vraiment importantes et ça a beaucoup impacté certaines facs. On va en reparler. On va faire ce petit point d'abord vers le top 25. On va peut-être pas le décortiquer de la même manière que la première week. La première week, c'était vraiment pour pouvoir lancer un peu les hostilités, mais là, on va aller de manière un peu plus résumée. On va regarder un peu ce qui s'est passé du coup au niveau des meilleures équipes de la nation. À commencer par ce qui s'est passé donc pour de UCLA qui était 25e à ce moment-là, de UCLA à West Virginia, voir un peu qui a fait quoi sur la semaine passée. Alors, UCLA, ça s'est plutôt très bien passé, on va dire, puisqu'ils ont réussi sur la semaine un sweep total, que ce soit la victoire en midweek face à Tulane, 13-5, et ensuite surtout le sweep retentissant face à TCU. Je le rappelle, ils ont scoré 30 runs sur le week-end et ils en ont concédé 7 ou 8. Donc un petit 37 ou 38 face à TCU qui est quand même au moment de cette entrée dans cette deuxième semaine qui était quand même dans le top 10 du top 25, ce n'était pas rien. Forcément en miroir, TCU se retrouve avec une semaine très compliquée avec 4 défaites, un 0-4. Puisqu'ils avaient perdu en midweek face à UT Arlington. On le sait souvent, on peut voir ce qu'on appelle des upsets en midweek, puisque bien entendu, les gros programmes profitent de la midweek aussi pour tester des choses, surtout au niveau du pitching, pour pouvoir voir quels vont être les joueurs qui vont vraiment pouvoir répondre présents en cas de blessure, pour la rotation du week-end notamment. Donc on peut retrouver des scores assez abracadabrantesques. Je me rappelle par exemple d'un LSU face à Kent State. Justement c'était lors de cette week où Kent State s'est bien battu, on va reparler de Kent State dans quelques minutes, mais Kent State s'est bien battu et finalement on n'a perdu que 10-7 face à LSU qui était donc numéro 2, qui est parti en tournée dans un petit tournoi et qui a fait sa loi lors de ce tournoi avec notamment des victoires face à Indiana, Notre-Dame et UCF. Donc LSU, semaine parfaite pour Texas, semaine parfaite pour Mississippi State, semaine parfaite pour Georgia Tech. Et là, on va commencer à rentrer dans des problèmes pour certaines facs qui étaient dans ce top 25, comme je pense à Coastal Carolina. Coastal Carolina vient de perdre, c'est une des facs qui a été le plus impactée par les blessures, puisqu'ils viennent de perdre leur ace, comment il s'appelle déjà, Cameron Fluckey. Cam Fluckey, il est blessé, je pense, pour au moins 8 semaines. Et quand on sait que Coastal Carolina, mid-major, a une forte attache ou un fort besoin, encore plus que des gros programmes, que son pitching staff reste plutôt en bonne santé, surtout pour sa rotation, on se retrouve déjà avec des petits soucis à ce niveau-là. Et du coup, ça s'en est ressenti. Enfin, Coastal Carolina l'a bien senti, puisqu'ils ont fini la semaine en 2 victoires, 2 défaites. Déjà face à Charleston en milieu de semaine, il y avait une défaite 4-3. Bon, après, Charleston est quand même
un bon collège, une bonne fac de mid-majors, peut-être pas la plus clinquante et la plus forte, mais il y a toujours à créer ou à faire des belles saisons, à créer un programme assez consistant. Et ensuite, on a vu donc Coastal Carolina gagner ces 2 rencontres face à VCU lors du week-end, mais perdre face à Illinois. Donc voilà, tout n'a pas été rose. Ici, on en a parlé, ça a été voilà une semaine à oublier. Arkansas, ça a été parfait. Auburn a voilà passé un week-end du côté de Arlington, Texas, au plus que parfait, puisqu'ils ont tapé en tout cas battu coup sur coup Kansas State, Florida State et Louisville. Florida State qui, voilà, dans un côté un peu miroir, a quand même perdu 2 matchs de suite dans ce petit tournoi. Euh, C'était quoi? Je pense qu'il appelle le Ameji ou Ameji Bank Baseball Series, quelque chose comme ça. Euh, Bien sûr, en fonction du sponsor, hein, c'est une banque. Bref, on s'en fout. Florida State avait bien commencé, j'en avais parlé parce que j'avais regardé le premier match face à Michigan le vendredi. Ils avaient très bien commencé. Par contre, ils ont perdu coup sur coup face à Auburn et donc face à Nebraska surtout où ils se sont fait étrier. Ce qui montre aussi que voilà, ça fait partie de ces choses très intéressantes à regarder en début de saison où les équipes vont faire pas mal de hors-conférence face à des programmes solides, voire très bons. Et ça correspond à ce que je disais par rapport à la Big Ten, puisque Nebraska, programme phare de Big Ten, a bien tenu son rang face à face à du lourd d'autres conférences, on va dire. On va pas faire chaque équipe du top 25, mais il y a des équipes sur lesquelles je voulais revenir, puisque tout n'a pas été parfait. Et c'était notamment voilà, le cas donc, d'une équipe aussi comme Kentucky. Alors Kentucky a remporté sa série du week-end face à Evansville, mais ça n'a pas été aussi simple que ça, entre guillemets. Ils l'ont remporté 2-1. Et surtout, ils avaient perdu en milieu de semaine face à Morehead State, un 8-6. Alors tout le monde a un peu voilà, sauté sur cette défaite face à Morehead State pour dire que voilà, on sentait déjà l'absence de Tyler Bell, mais c'est pas Tyler Bell qui allait fixer en fait tous les problèmes, puisque déjà au niveau offensif ça s'est plutôt bien passé, donc je pense pas que ce soit lui qui aurait fait forcément une grosse différence offensive. Au niveau défensif, c'est pas forcément sur la position de shortstop qu'ils ont eu le plus de problèmes, ou dans l'infield en général. Je pense que voilà, le pitching a été un peu en deçà, mais encore une fois, comme je dis souvent, et comme j'ai dit il y a quelques minutes, la midweek c'est aussi le laboratoire un peu hein, pour les coachs, notamment des gros programmes. Donc voilà. À part ces voilà, petits soubresauts, je pense que la plupart du reste des équipes s'en sont bien sortis. Pas mal de week-ends ou des semaines parfaites, par exemple pour Clemson, Southern Miss, Oklahoma, Wake Forest, Miami, Texas A&M également, ou en tout cas des semaines positives, hein, je peux penser notamment à West Virginia. Par contre, la dernière équipe hein, sur laquelle on va forcément revenir, c'est Tennessee. Tennessee, qui avait donc gagné sa midweek pour le coup face à UNC Asheville, a perdu une série à domicile face à Kent State dont je venais de parler. Et ça va nous permettre de faire un peu cette transition vers la suite post-top 25, puisque le top 25, voilà, il n'y a pas eu beaucoup de changements. Le principal changement, c'est l'arrivée de Ole Miss hein, face au départ du coup de Louisville, puisque Louisville, encore une fois, n'a pas eu une semaine exceptionnelle, même si ça a été à l'équilibre, hein, 2-2. Mais à part ça, on n'a pas vu voilà, d'équipe quitter ce top 25. Par contre, forcément, Tennessee, avec cette défaite à domicile, cet upset de série hein, quand même, de week-end face à Kent State, voilà, est descendu vers le bas de ce top 25 en 20e position. Voilà, qui a eu une forte baisse, je pense, à des équipes comme Florida State. Oregon State, TCU aussi ont eu des fortes chutes. Même si TCU, je pense qu'on les a excusés quand même de rencontrer le numéro 1, donc ils se sont fait sweeper par le numéro 1. Ce qui leur permet quand même de, voilà, en termes de RPI déjà, de gagner quelques points de manière un peu paradoxale. Mais voilà, il n'y a pas de gros changements et de gros enseignements à regarder sur ce qui se passe dans le top 25. La première partie du top 25 est restée la même. Auburn a fait un petit bond quand même, puisqu'ils ont eu un week-end très impressionnant. C'est pourquoi voilà, on les voit aussi haut. Et puis il y a des équipes comme North Carolina, qui dans sa série face à East Carolina, n'a pas pu la terminer. Ils ont soufflé le chaud, avec un gros match de Jason DeCaro, dont j'avais parlé parmi les gros lanceurs à regarder, bien sûr. Le talentueux Ace de North Carolina, je pense qu'il avait run rule East Carolina lors du premier match. Lors du second match, ils se sont fait taper 10-3.
Et lors du dernier match, il y avait égalité au moment où le match a dû être arrêté pour intempérie. Donc il se termine en fait le week-end avec une victoire, une défaite et donc un nul face à East Carolina dans cette série qu'on a l'habitude de voir en tout début de saison. Et donc, après avoir reparlé rapidement de ce top 25, on peut maintenant s'occuper de manière plus précise de Tennessee et de Kent State. C'est la première série dont j'ai envie de parler sur ce qui s'est passé le week-end dernier. Pourquoi parler de cette série en particulier alors qu'il y a eu des tournois entre équipes de grosses conférences? Puisqu'on le sait, Tony Vitello est en partie, Josh Elander a déjà pas mal de pression. Sans vouloir tout le temps comparer les occurrences et les changements, on sait que par exemple l'année 1 de Link Jarrett, quand il a quitté Notre-Dame, bon lui était déjà head coach pour le coup, mais quand il a quitté Notre-Dame pour un programme comme Florida State, la première saison était catastrophique. Mais surtout la saison dernière, on a vu un peu une sorte de blueprint avec Michael Early qui était un assistant coach du groupe de Jim Schlossnagle, quand ce dernier est donc parti pour Texas. Il a step up et pris donc le rôle de head coach du côté de Texas A&M, et on a vu que la saison dernière était très 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 compliquée pour Texas A&M. D'aucuns ne diraient que Tennessee risque de suivre un peu le pas, mais il y avait pas mal de sonnettes d'alarme vis-à-vis de Tennessee par rapport à ce changement. D'autres louaient au contraire les qualités d'assistant coach de Josh Elander et imaginaient une transition assez smooth. Mais ce qu'on oubliait aussi d'annoncer, et ce dont on ne parlait moins, c'est en fait tout simplement le fait que Tennessee est reparti avec un groupe rajeuni, avec forcément plus de questions par rapport à ce groupe rajeuni, certes du talent, mais par contre peut-être moins d'expérience. Après quelques saisons où ils ont pu enchaîner avec des gros joueurs qui étaient expérimentés, des gros joueurs jeunes mais qui ont été couvés par des joueurs expérimentés, qui sont devenus les joueurs expérimentés de demain jusqu'à arriver à ce titre de 2024, là Tennessee repart, non pas avec une feuille blanche non plus, mais avec beaucoup plus de questions que de réponses quelque part. Et donc c'était intéressant de pouvoir voir cette série face à un Kent State qui justement face à LSU nous a montré que c'était une équipe sur laquelle il ne fallait pas compter pour se laisser abattre dès le départ par rapport au fait que ce soit une mid-major face justement à une équipe comme Tennessee, un des programmes phares de la SEC. Et justement, ils l'ont bien montré. Mais avant de se focaliser sur Tennessee, puisque vous allez voir, je ne vais pas forcément parler de Kent State qui a montré des choses impressionnantes. Et en plus de ça, pour finir avec eux, parce qu'après on va se focaliser sur Tennessee, Kent State a fait ce que beaucoup d'équipes de mid-majors, par exemple, ils viennent de la MAC, ont du mal, pas ont du mal, c'est pas de leur faute, mais se font exposer pour, on va dire. Je le rappelle rapidement, on a un comité de sélection. C'est un peu la même chose au basket, etc., au foot, etc. C'est un peu la façon dont on sélectionne les équipes pour aller, par exemple, pour le baseball, au tournoi national, qui est, pour ceux qui ne savent pas, un équivalent, attention, on va pas complètement comparer, mais un équivalent à la March Madness de basket, dans le sens où c'est un tournoi à 64 équipes, voilà. Au basket, c'est vrai qu'il y a un First Four, donc il y a 68 équipes en vrai, mais voilà. Le premier tour après le First Four, il y a 64 équipes. Là, au baseball, c'est la même chose. Et on sélectionne en fait ces 64 équipes de manière très simple. Il y a d'abord les bids automatiques pour chacune des 30, il y a une trentaine de conférences, donc chacune des 30 conférences à peu près ont leur bid automatique, c'est-à-dire qu'il y a déjà une trentaine de places prises, et le reste des 30 autres places prises sont donc tout simplement appointées par le comité de sélection vis-à-vis de métriques. On a parlé souvent du RPI. Il y a d'autres métriques qui sont en train d'essayer d'être mises en place pour pouvoir un peu contrer ce RPI qui semble à la fois un peu empirique et des fois assez injuste compte tenu des performances de certaines équipes. Mais pour revenir à Kent State, le fait qu'ils aient battu une équipe top SEC qui au moment où ils l'ont battu était dans le top 10 du top 25 national, ça peut gonfler leur stats, booster leur RPI. Notamment, ça peut être le genre de résumé, le genre de CV qui va compter si jamais ils réussissent une grosse saison. Là, on est qu'à la deuxième semaine, donc on ne peut pas savoir ce qui va se passer, mais imaginons qu'ils arrivent à continuer sur ce genre de performance et à dominer la MAC. Mais imaginons par exemple qu'ils dominent la MAC, mais qu'ils n'arrivent pas à avoir le bid automatique du fait d'une défaite, par exemple, en finale de la MAC en termes de tournoi. Parce que je rappelle, vous pouvez gagner la saison régulière de conférence, mais ce qui compte pour avoir le bid automatique, c'est remporter le tournoi de votre conférence. Donc imaginons, c'est un jeu très simple, Kent State arrive à dominer la saison régulière en MAC.
Ils continuent à faire de grosses performances même en hors conférence. Ils perdent par exemple en demi ou en finale de la MAC. Du coup, ils n'ont pas le bid automatique. Bah, ce genre de victoire face à Tennessee, ça peut être le différentiel qui va faire qu'ils vont être quand même considérés par le comité pour une éventuelle sélection. C'est une chose qu'on a vu par exemple qui a manqué à des équipes comme Lamar il y a quelques saisons, saison exceptionnelle mais du fait du RPI ils n'ont pas été sélectionnés. Ball State aussi, qui vient de la même conférence d'ailleurs de la MAC, hein, comme le Kent State. Ça était arrivé en 2024, 2023, 2024, bref. L'important n'est pas les années mais l'important est de comprendre que les mid-majors sont souvent un peu... voilà, dans un mode, une certaine injustice, un sentiment d'injustice, puisque des fois, avec des gros bilans, ils sont snobés par rapport à des équipes qui ont des bilans moindres, mais qui ont une difficulté de calendrier, voilà, jugée sur des métriques notamment, potentiellement plus élevée que la difficulté de calendrier de ces mid-majors. Donc on va espérer que Kent State va avoir une bonne saison, mais voilà, c'est le genre de victoire en termes de série qui peut booster en fait leur résumé, surtout pour une fin de saison et une sélection potentielle en at large. Maintenant, on va revenir sur Tennessee rapidement, hein, c'est vraiment le cœur de cette petite série. Tennessee, ils sont attendus. On l'a compris, Josh Allen est arrivé, le staff a été un peu aussi reformé autour de lui, et forcément, avec cette nouvelle salve de joueurs, on s'attend à voir en fait, hein, parce que les attentes sont énormes. Hein. Tennessee, je le rappelle qu'en pré-saison, c'est quand même une équipe qui est déjà dans le top 10 de beaucoup de médias, pas que des baseball, voire le top 5 de certains médias. Donc la pression inhérente à ce genre de choses fait que vous êtes forcément scruté et les moindres faiblesses, les moindres erreurs sont vraiment d'autant plus exacerbées, on va dire. Le problème de Tennessee maintenant, au-delà de la grosse performance de Kent State, on va pas leur enlever ce qu'ils ont réussi à faire, c'est qu'on a vu des faiblesses un peu partout. Souvent le début de saison, forcément vous n'êtes pas encore prêt et il y a des choses sur lesquelles vous voulez travailler, notamment du fait de l'expérience ou de l'inexpérience des joueurs les plus jeunes. Et vous avez le temps normalement de vous focaliser aussi sur des choses spécifiques. Par exemple, vous savez que vous avez une équipe qui est forte en défense, mais peut-être un peu moins établie au niveau offensif. Vous allez travailler sur votre line-up. Et vous allez travailler de manière individuelle sur les at-bats, batting practice et compagnie. Si c'est au niveau des lanceurs, si par exemple c'est au niveau du bullpen, on va essayer de renforcer les bullpen practice. Par exemple, on va essayer aussi de réétudier, de retravailler les pitchs, les façons de pitcher, la commande, etc., etc. Mais par contre, si comme Tennessee ce week-end, vous montrez des faiblesses un peu partout, bah là ça devient très dur et ça devient un peu alarmant, même si c'est qu'un début de saison, et c'est là-dessus que je voulais appuyer, puisque Tennessee, en fait, ce qui m'a impressionné dans le mauvais sens du terme, c'est que il y avait des moments, il y avait des longues séquences où leurs lanceurs, surtout qui venaient du bullpen, n'étaient pas capables de lancer des strikes, tout simplement. On a vu en fait tout et son contraire. On a vu des fois des pitchers assez costauds, capables justement de vous maintenir dans le match, même si au bout d'un moment ça finissait par éclater. Mais au moment où eux restaient costauds, c'était l'offense qui se retrouvait incapable d'arriver sur base. Ou même s'ils arrivaient sur base, incapables au moins de se mettre en scoring position, c'est-à-dire, vous savez, à partir de la deuxième base. C'était très bizarre. Le line-up ou les line-up ont paru assez déséquilibrés. Et ce sont des choses qui ont surpris puisque on le sait qu'ils ont travaillé pendant tout l'automne là-dessus. On a eu des fall reports et c'est à partir des fall reports justement qu'on a classé Tennessee aussi haut qu'on les a classés au départ. Maintenant, la saison est vraiment entamée, on a vu les erreurs. On a des joueurs sur lesquels, des sortes de locomotives sur lesquels on espère pouvoir s'appuyer, qui n'ont peut-être pas réussi à montrer ce dont ils sont capables, ou montrer ce qu'ils sont censés amener en tout cas. Je peux penser par exemple à Blaine Brown. Blaine Brown, il est arrivé en tant que two-way player avec toute cette excitation autour de lui. Sur le week-end, il n'a pas réussi à frapper une seule fois. Il y a d'autres joueurs, je regarde un peu les stats là en même temps que je vous parle, mais il y a d'autres joueurs. Je regarde là, il y a Levi Clark. Il n'a pas eu au-dessus de 100 de moyenne à la batte sur le week-end. Manny Marine, c'est .091 sur le week-end. Donc voilà, on a eu des difficultés chez des joueurs sur lesquels on espère pouvoir compter. Alors ce n'est qu'un week-end, on le sait, et le baseball c'est un sport d'échecs, on le sait que de base, si vous réussissez à frapper que 2 fois et demi, 3 fois sur 10 tentatives, ou sur 10 at-bats, on considère que vous vous en êtes bien sorti. Donc
on comprend, c'est un sport très spécial et très compliqué, c'est un sport d'échec à la base. Un sport qui se base sur votre capacité à rebondir face à l'échec, entre guillemets. Là, pour le coup, ça a été vraiment compliqué. Il y a eu des choses intéressantes, je pense notamment à Tegan Kuntz. Tegan Kuntz, il est freshman de mémoire, mais je sais que son nom sort souvent. Je pense que Tegan Kuntz, ça peut être ce genre de joueur sur lequel Tennessee va compter sur les 2-3 saisons à venir, mais ce qu'il va falloir voir, c'est est-ce qu'ils vont être capables d'être, on va dire, en in sync, de manière synchronisée, je cherche le mot en français, mais pouvoir avoir des performances adéquates, même si c'est pas au même moment dans le match, mais à plusieurs moments du match, pour pouvoir, en fait, collectivement s'en sortir. C'est clairement ce dont on va vouloir avoir plus de réponses, sachant que ce week-end, Tennessee, il rencontre UCLA, il rencontre Arizona State et il rencontre Virginia Tech. Donc, dans un tournoi bien entendu, et c'est forcément inquiétant quand on a vu ce qui s'est passé le week-end dernier. Maintenant, le week-end est derrière eux, ça va être à eux de pouvoir rebondir et ça va être à Josh Ellender de pouvoir nous montrer aussi plus de maîtrise dans les différents aspects de son coaching. Il a reconnu lui-même notamment qu'il a fait quelques erreurs au niveau du coaching lors de sa série perdue face à Kent State. On va voir, mais je voulais revenir là-dessus puisque c'était important de toucher quelques mots sur Tennessee et la situation vis-à-vis de ce week-end un peu raté. Une autre équipe, et là je vais pas rester sur ce qui s'est passé le week-end, mais une autre équipe qui est en grosse difficulté, on en a parlé déjà le week-end dernier, c'est Arizona. Arizona a encore perdu pas mal de matchs. Arizona est sur un début de saison assez cataclysmique. Arizona en plus est en train de perdre des joueurs, pas mal de blessures. Et du coup, il va falloir voir un peu comment ils arrivent à rebondir. On sait que Chip Hale reste un entraîneur réputé. Il a travaillé à différents échelons, même en MLB, etc. C'est un coach au niveau baseball qui est réputé. On sait que c'est un coach aussi qui a su, malgré des saisons délicates ou des débuts de saison loupés, rebondir et se retrouver au tournoi national dans la même saison. On l'a vu, c'était en quelle année, 2024 ou 2023? À chaque fois j'ai 2023-2024 où je confonds un peu, mais je sais que on a vu des équipes de Chip Hale avec un pitching staff catastrophique et en plus en proie aux grosses blessures, et il a dû reconstruire, bricoler et compter sur la partie complètement offensive de l'équipe, et ça l'a pas empêché d'aller jusqu'au tournoi national et même de pouvoir faire des choses intéressantes là-bas. Là, avec les blessures qui arrivent d'un peu partout en plus, c'est pas de sa faute, mais c'est comme ça. Il va falloir très vite trouver la bonne carburation, trouver le next man up sur lequel il va pouvoir compter. Mais donc Arizona fait partie de ces équipes pour lesquelles le début de saison est assez compliqué. TCU, on en a parlé, je vais pas y revenir, ils se sont fait sweeper sur la semaine entière, et ils se sont fait notamment sweeper à UCLA. Maintenant, encore une fois, est-ce que c'est TCU qui s'est loupé ou est-ce que c'est UCLA qui a été vraiment impressionnant? J'ai envie de vous dire, c'est la dernière option. UCLA, ça a été vraiment très fort. Et en plus, comment il s'appelle? C'est Parlour. J'ai plus son nom. C'est Tommy Parlour de TCU qui manque à l'appel. Donc tout ça pour dire que il y a cet aspect blessure sur lequel je suis revenu rapidement et sur lequel je vais conclure, qui fait que forcément les performances en sont impactées. Et ces blessures qui arrivent en début de saison, alors je sais pas si c'est moi, mais j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup par rapport aux autres saisons. Et de joueurs importants bien sûr. Donc je sais pas s'il y a quelque chose à creuser de ce côté-là. Est-ce que on est en train de mettre à rude épreuve de plus en plus en répercussion? Est-ce qu'on voit au niveau des datas? Est-ce qu'on veut faire en termes de développement de joueurs? Est-ce qu'on n'est pas en train d'abîmer les physiques? Ça pourrait être quelque chose d'intéressant à étudier, et pourquoi pas pour un prochain podcast. Mais Arizona, Tennessee, TCU, dans une moindre mesure, Florida State aussi, ça a été compliqué. Toutes ces équipes vont vouloir rebondir et montrer que c'est qu'un début de saison et qu'elles ont encore le temps de pouvoir montrer ce qu'il faut. Et je rappelle aussi, le baseball, encore plus que d'autres sports, est vraiment un sport de momentum. Donc
Si vous nous faites une TCU 2023 où vous donnez Red Show et vous allez jusqu'à Omaha, ou quasiment, je pense que c'était à Omaha d'ailleurs, ou si vous faites une Ole Miss 2022 où Ole Miss a failli ne pas être sélectionné pour le tournoi national, mais ils ont fait une fin de saison tonitruante et ils ont remporté le titre. Donc voilà, la saison vient de commencer, ce ne sont pas des conclusions que je suis en train de vous donner, mais c'est vraiment une observation sur le moment M, tout simplement. On va faire une petite pause le temps que j'aille me moucher, parce que je pense que vous l'entendez, j'ai une voix assez enrouée. Et on va continuer un peu, parler de baseball tranquillement entre nous. J'ai l'impression que cet épisode va être un peu free flow, parce que j'ai pas envie d'aller trop dans le détail. C'est encore un début de saison, il y a encore pas mal de réglages. Et puis ce week-end on aura encore des tournois, donc il y a des choses à regarder. Je reviens. Alors, me voici de retour. Comme là j'enregistre, on est mercredi, c'est-à-dire que là il y a les dernières rencontres de midweek qui se passent. Demain ça va être plutôt une pause pour la plupart des facs, et puis vendredi commence bien sûr les séries de week-end. J'ai envie de revenir sur ce phénomène assez sympathique, où on a vu en fait un enchaînement d'upsets. Les meilleures équipes de la nation actuelles se sont fait upset en ce milieu de semaine. Le premier upset dont j'ai envie de parler, très rapidement, je ne vais pas vous donner trop de détails, mais très rapidement, c'est un upset qui en est un, mais déguisé. Puisque Southern Miss a gagné 14-4 face à Alabama. Alabama, c'est une des belles équipes de la SEC, c'est peut-être pas la plus grosse en termes de ce qu'on voit pour l'instant, mais c'est une équipe très solide. Southern Miss, par contre, c'est une équipe référencée en mid-major. J'en ai parlé lors des previews un peu spécifiques en mid-majors, mais que ce soit quand ils étaient en conférence USA ou même là, plus récemment, depuis qu'ils sont en Sun Belt, c'est une valeur sûre de la nation. C'est une équipe qui, encore l'année dernière, était haute, une équipe haute du tournoi national. Elle faisait partie des 16 meilleures équipes par rapport aux sélections, enfin au comité de sélection, d'après le comité de sélection. Donc pourquoi je dis c'est un upset déguisé, puisque voilà, encore une fois, on s'attend chaque année à avoir un Southern Miss qui va pouvoir être sur un match ou sur une série très compliqué à jouer pour n'importe quelle équipe de la nation, que ce soit de la SEC, la ACC, la Big 12 ou d'autres mid-majors. C'est ce qui s'est passé pour Alabama. Alabama qui a clairement aussi, comme je le dis à chaque fois, utilisé cette partie laboratoire, puisqu'ils ont utilisé 7 pitchers en 7 manches. Southern Miss n'est pas resté en reste, on va dire, n'est pas resté en reste, puisque c'était clairement un match de bullpen, puisque eux, ils ont utilisé 9 pitchers en 8 manches. Donc pour Alabama, est-ce qu'il y a des enseignements? Peut-être oui et non, par rapport au pitching, puisqu'encore une fois, on essaie de regarder qui est assez solide pour pouvoir être une solution de repli par rapport à la rotation du week-end. Là, ça n'a pas dû rassurer Rob Vaughn, sachant qu'ils sont à Frisco, pour le tournoi de Frisco, un tournoi réputé ce week-end. Il y a eu d'autres équipes qui se sont fait battre, je pense notamment à Arkansas. Arkansas qui se battait face à Arkansas State et qui a perdu 12-4. Clairement, une belle petite surprise, même si c'est pas encore une fois déshonorant dans le sens où c'est de la midweek, mais c'est quand même quelque chose à noter, puisque Arkansas c'est le genre d'équipe qui, même quand elle joue mal, elle remporte ce genre de match en général. En général, les match-up où Arkansas est clairement favori face à une mid-major, même s'il joue mal, il la remporte. Donc le fait de les voir perdre comme ça a été, on va dire, assez surprenant. Et notamment, ils se sont pris 6 runs dans la seconde manche. Et ces 6 runs ont été pris par Peyton Lee, si je dis pas de bêtises. Enfin, pas tous, mais il a été responsable de la majorité de ces runs-là. Donc voilà. Oklahoma aussi. Oklahoma qui était sur un début de saison exceptionnel, tout simplement. Là, ils ont perdu, et c'est pas déshonorant, parce que c'est un upset sur le papier, mais bon, c'est Arizona State en face. Arizona State les a tapés 15-3. Et LSU, voilà, c'est l'autre upset dont je voulais parler. LSU s'est fait battre et upset par McNeese 7-6. Clairement, voilà, encore une fois, un problème de pitching. Et on va voir un peu quels sont les enseignements pour Jay Johnson par rapport à ça. Donc je trouvais ça assez marrant de parler de tous ces upsets. Sachant que là j'ai parlé d'upsets d'équipe SEC, mais par exemple UCLA aussi s'est fait upset par SDSU.
San Diego State. Donc, c'est assez marrant en fait à retenir que il y ait autant d'upsets sur quasiment le top 6 à 10 des équipes du top 25. C'est assez rare. Qu'il y ait des upsets, oui, ça arrive, mais que toutes ces équipes se fassent upset le même jour, donc c'est-à-dire le mardi, c'est assez exceptionnel, donc je voulais en parler rapidement. Voilà, je trouve ça assez marrant, comme fact ou comme stat, entre guillemets. Et j'ai envie de finir sur les choses à retenir. Forcément, on va reparler de Dax Whitney. Dax Whitney, l'Ace d'Oregon State, on rappelle, il n'est que sophomore. Là, à Round Rock, donc qui est l'un des tournois phares du début de saison, il a struck out 17 joueurs en 7 manches face à Baylor. Ouais. Il a lancé des balles à plus de 100 miles par heure. Il a ce combo fastball-slider qui a été exceptionnel. C'est clairement voilà, le gros prospect des années à venir. 2027, la draft, il est éligible. Ça devrait être un des gros prospects de cette draft si tout va bien et surtout au niveau de la santé. Mais voilà, je voulais toucher un mot sur ce joueur puisqu'il nous a fait quand même des choses assez exceptionnelles en tant qu'ace d'Oregon State. Et j'ai pas trop d'autres joueurs dont j'ai envie de parler parce que je pense que maintenant on va faire plutôt des points réguliers mais un peu plus voilà toutes les 2-3 semaines ou par mois pour vraiment voir puisque début de saison forcément il y a des grosses performances mais après ça se tasse un peu et c'est là où on voit un peu plus ce qu'on veut voir. Je sais que par exemple parmi les matchs que j'ai vus, j'en ai parlé, Florida State et j'avais tweeté là-dessus, a en Wes Mendes un potentiel gros prospect. Franchement, je m'en rendais pas compte qu'il était fort à ce point-là. Il a été bien caché par Link Jarrett. Là, il a lancé quoi 5 manches, un peu plus de 5 manches. Il nous a montré un peu de tout en fait. Déjà une très belle commande, de la change-up, une bonne fastball, de la slider. Ça a été très intéressant, très constant de sa part aussi. Il a bien attaqué la zone de strike. Voilà, ça a été vraiment très intéressant de sa part. Donc c'est un joueur, Wes Mendes, dont on va certainement parler. Mais voilà, comme j'ai dit, j'ai pas envie de faire un point joueur vraiment chaque semaine, dans le sens où, oui, il y aura des performances exceptionnelles par semaine, mais ce que je veux voir moi surtout, c'est qui va petit à petit émerger parmi la liste des joueurs dont on va reparler pour le Golden Spikes notamment. Et donc plutôt que de faire ça, j'ai envie qu'on regarde un peu ce qui doit se passer le week-end à venir, parce que le week-end à venir, on a cette fameuse salve des derniers quasiment tournois de début de saison. Et donc le premier tournoi dont j'ai envie de parler forcément, c'est le Amegi Bank College Baseball Series. C'est la deuxième itération. On en a eu une ce week-end, on en a une autre le week-end à venir. Avec encore une fois un très beau plateau. On a donc Tennessee qui va vouloir se rassurer. On a Virginia Tech qui, mine de rien, après quelques saisons un peu plus dans le mal, va vouloir avec son coach, John Svecht. J'adore essayer de prononcer son nom, je n'y arrive jamais. Va essayer justement de remonter un peu dans la ACC. On a Arizona State qui a fait une très très belle saison, une très belle première saison à Big 12, après déjà une saison très intéressante, la dernière saison de Pac-12, la saison précédente, et qui va vouloir confirmer. Mississippi State de Brian O'Connor, justement, ça va être un peu la curiosité, puisqu'ils ont très bien commencé la saison, ils sont classés très haut, ils ont des joueurs sur le papier très très bons, mais on va voir est-ce que la mayonnaise est vraiment en train de prendre. On a Texas A&M qui ressemble à ce que aurait dû être un Texas A&M la saison dernière, c'est une équipe très forte offensivement. Et on a bien sûr UCLA qui est le numéro 1 de la nation, qui va donc vouloir se tester face à ce qui se fait de mieux, que ce soit en termes d'offense ou de defense, parmi les autres équipes du plateau. Donc je trouve ça très intéressant, ça commence le vendredi, encore une fois c'est à Arlington, entre des Texas Rangers, et j'en parle parce que ça peut être la série, ou le tournoi en tout cas, sur lequel il faut se focus sur le week-end. Il y a d'autres tournois qui ont lieu d'ailleurs. Il y a le fameux Frisco, le tournoi Frisco ce week-end si je ne dis pas de bêtises, avec là aussi de plutôt belles équipes. On peut penser à Alabama, Oregon State. On va avoir des outsiders un peu plus, des challengers on peut dire, comme Houston, et puis on a bien sûr Iowa. Et puis mine de rien, puisqu'on parle des tournois, on a quand même le tournoi de Las Vegas. Je pense que c'est un tournoi récent à Las Vegas. Je pense qu'il y a eu une occurrence. La première occurrence c'était en 2024. Et donc là c'est la troisième occurrence en fait, tout simplement. Donc c'est un tournoi tout récent.
Et cette année, on aura donc Oregon, Arizona, Vanderbilt et UC Irvine. Donc voilà, encore une fois, euh, de belles choses à voir, de belles équipes à voir, des équipes qui vont vouloir aussi rebondir. Je pense à Arizona, pourquoi pas Vanderbilt, hein, pouvoir se rassurer. Et puis des équipes mid-majors, genre UC Irvine par exemple, qui va vouloir euh, montrer que voilà, ça reste une grosse fac, même si c'est une mid-major, une fac qui chaque année, ou en tout cas presque, essaye de dominer la Big West ou de faire partie des grosses équipes de l'Ouest américain en général. Donc voilà, pas mal de tournois intéressants à regarder. Encore une fois, pas mal de baseball. Si j'ai assez de temps et que je suis voilà, pas trop malade, j'essaierai de tweeter quand même pendant quelques matchs, faire un petit voilà, un mini retour sur le match que je vais pouvoir voir. Et puis bah nous on va se retrouver la semaine prochaine. J'espère que je serai en meilleure santé. Et la santé c'est tout ce que je vous souhaite d'ailleurs. Sans la santé on ne peut pas faire grand chose. Donc voilà, restez en bonne santé, essayez de ne pas attraper froid pendant ces dernières semaines d'hiver. Et je vous dis tout simplement à très bientôt. Allez, ciao. Pretty well hit to center field. And he is off and glove of Bernie. Watch Bernie. It could be an inside the park home run. Vukovic is waving him out. Here he comes. He's safe. An inside the park home run. Bobby Abreu. And the Phillies have won it 2-1 here in the 10th inning. What a way to end the ball game. The 2-2.